Alors, on va tomber dans le vif du sujet. On va parler du processus de gestion des allégations. Et avant de peut-être débuter comme tel au niveau de la politique, je voulais vous parler en fait, vous décrire un cas réel qui m'a beaucoup, je dirais, confrontée à certaines questions en matière de conduite responsable. J'ai choisi de vous parler de ce cas-là parce qu'il a été très bien publicisé, il est documenté. Les rapports issus de ce... Donc, il y a eu un manquement à la conduite responsable en recherche. Les rapports issus de ce manquement-là sont disponibles sur les sites web, donc vous pouvez voir les documents originaux si ça vous intéresse. Et le chercheur qui a été visé par cette allégation-là a donné une entrevue assez détaillée au New York Times notamment, donc on apprend aussi des compléments d'informations par rapport à cette histoire-là. Donc, mon but, c'est pas de taper sur la tête du chercheur, là, mais c'est que l'histoire comme telle nous parle de l'importance d'avoir des processus, entre autres. En tout cas, il me semble. Je vous laisse en juger. Alors, c'est le cas de l'affaire Stapel qui s'est déroulée en Hollande. Certains d'entre vous le connaissent probablement, mais je pense que ça va être nouveau pour plusieurs d'entre vous. Alors, M. Stapel fait son doctorat à l'Université d'Amsterdam et il travaille en sciences humaines. Donc, ça n'arrive pas juste en sciences de la santé, ces affaires-là. Des fois, on pense que c'est surtout dans ces cas-là que c'est plus fréquent. Il mène des recherches en sciences sociales à l'Université de Groningen. Et il fait des recherches sur le comportement humain. Alors, avec des chercheurs, des étudiants surtout, il veut valider une hypothèse auquel il croit vraiment, auquel il est certain de son coup. Et il a beau mener entrevue sur entrevue, cette hypothèse-là ne veut pas se valider. Il est un peu découragé. Dans l'entrevue qu'il donne au New York Times, il nous dit qu'un soir, il s'est assis sur au comptoir de sa cuisine, puis il s'est dit, ben écoute, je vais les écrire, ces cas-là d'entrevue. Et il fabrique donc des cas, il invente des entrevues qui n'ont pas vraiment eu lieu pour être capable de détailler sa thèse. En 2004, ces données-là qui ont été fabriquées sont publiées dans une revue prestigieuse, scientifique, dans son domaine à lui. Et le commentaire qu'il dit dans le New York Times, c'est, moi, ma carrière a décollé à partir de ce moment-là. Je me suis dit, ah, wow, je pourrais faire ça, je pourrais fabriquer des données. Évidemment, le cas que je vous raconte, c'est un cas extrême, là, mais comme je vous dis, je pense que ça permet de réfléchir un peu sur l'importance du processus. Il va publier plus de 25 papiers pendant qu'il est à l'Université de Groningen. Et une chose qui sort de l'ordinaire, c'est que les étudiants avec qui il travaille, au lieu de demander aux étudiants de faire la collecte de données, il va faire pour eux la collecte de données. Il va donc, lui, leur amener des données, puis les étudiants mènent leurs travaux à partir de ces données-là. Plusieurs étudiants vont dire « Wow, c'est génial, j'ai un chercheur chevronné qui fait les entrevues pour moi, puis après, moi, je fais l'analyse. » Personne ne questionne cette pratique, qui est quand même, on s'entend, un peu surprenante. En 2006, est-ce que c'est parce qu'il sent la soupe chaude un peu? Est-ce que c'est parce qu'il y a des questions qui sont posées? Toujours est-il qu'il change d'université. Il s'en va à l'université de Tilburg. Et il arrive là avec une réputation, des publications, il est charismatique, qu'on lui fait confiance. Et donc, rapidement, il y a un chercheur qui veut travailler avec lui. Et même chose, ils se mettent à travailler sur une hypothèse de recherche, il développe un processus et il offre à son collègue que lui s'occupe de recueillir les entrevues et que le collègue fasse l'analyse par la suite pour qu'ensuite ils puissent publier ensemble. Alors là encore, il crée ses entrevues, en tout cas, il les mène seul. Et quand le collègue consulte les données, il les trouve un peu trop parfaites, ou il pose des questions en disant « Mais comment ça que tu n'as pas de données sur le sexe des gens de qui tu as mené l'entrevue? » Puis là, donc, il y a des choses qui clochent visiblement, et le collègue a un doute sérieux. Et il contacte un senior de l'établissement, il l'approche en disant « Écoute, c'est bizarre, là, mais ces données-là sont comme trop belles pour être vraies. » Et selon les faits qui nous sont rapportés, en tout cas dans le New York Times, la réponse du collègue senior à ce chercheur-là qui est mal à l'aise puis qui se pose des questions a été « Écoute, penses-tu vraiment que quelqu'un de ce statut-là commencerait à créer ou falsifier ou à générer des fausses données? » Alors là, le chercheur, finalement, décide de ne pas rapporter cette situation-là, puis le questionnement meurt à ce moment-là. En 2010, M. Stapel devient doyen de l'École des sciences sociales. Et là encore, tu as 3 étudiants il y a des étudiants qui travaillent avec lui, mais qui commencent à avoir un doute sur, justement encore, des données qui sont des fois trop parfaites, des fois trop belles, ou ils trouvent des anomalies sur certaines de ces données-là.
Il demande à cet appel de voir les données brutes d'une publication récente, puis cet appel va lui dire, écoutez, je ne les ai pas gardées, je n'ai pas gardé ces données-là. Et là, les étudiantes ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas vers qui se retourner. Ils vont aller voir un jeune prof, et le jeune prof va commencer à assister aux réunions d'équipe du chercheur Stapel, puis le jeune prof aussi va se dire, c'est comme juste un peu trop beau pour être vrai, là. La quantité de données probantes, générées, ou en tout cas qui donnent des résultats qu'on peut publier, apparaissait comme trop excellente. Ce jeune prof-là, même chose, ne sait pas trop vers qui se retourner. Finalement, il va contacter un collègue senior aux États-Unis, et ce collègue senior-là va lui dire, en tout cas c'est ce qui est rapporté toujours dans l'entrevue, « Tu te sens pas obligé de rapporter ça, tu sais. » Autrement dit, puis là, ça c'est moi qui le dis, tu sais, comme « Mets-toi pas dans le trouble. » Et donc, ce professeur-là, ce jeune prof-là, lui non plus ne poursuivra pas plus loin avec des questionnements, une enquête ou quoi que ce soit. Les étudiants, eux, ne lâchent pas le morceau, mais sont toujours un peu embêtés vers qui se tourner. Ils vont finalement se tourner vers le supérieur de cet appel qui s'appelle Zallenberg. L'histoire ne dit pas si les étudiants savaient cette information-là au moment où ils l'ont fait, mais en fait, Zallenberg, c'est un très bon ami de cet appel. Il est allé à son mariage, ils se connaissent depuis des années, ils sont... Donc, Zallenberg, évidemment, est comme pétrifié quand il apprend cette information-là, ne peut pas croire. Puis, évidemment, il est quand même en conflit d'intérêts, je veux dire, en termes de gérer une situation de cette nature-là. Mais il va quand même confronter son ami et de fil en aiguille, on va se rendre compte qu'effectivement, plusieurs des allégations, ou en tout cas des questionnements qui ont été posés, étaient des questionnements qui étaient avérés, qui étaient réels. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, monsieur, donc, Stapel va être relevé de ses fonctions en 2011. Donc, c'est une vaste, comment je pourrais dire, un manquement à la conduite responsable qui s'est quand même étalé sur plusieurs années, qui s'est déroulé dans plusieurs établissements. Et ils ont été obligés, à l'issue de ça, de mener une enquête. Donc, les 3 universités, Amsterdam, Groningen, Tilburg, ont chacun mené leur petit bout d'enquête. Ils ont embauché, entre autres, des statisticiens, je pense, pour être capables d'essayer de démêler le vrai du faux dans plus de 55 publications qui croyaient être entachées, peut-être falsifiées. Il y a au moins une dizaine d'étudiants qui ont vu leurs travaux de thèse aussi entachés par des données qui étaient comme complètement, comme je disais, parfois entièrement fabriquées, d'autres fois falsifiées. Donc, c'était vraiment quelque chose d'une ampleur énorme. C'est un cas extrême. Puis ce qui surprend dans ça, comme je dis, c'est la question de la durée. Je ne veux pas porter de jugement sur ce qui aurait pu être fait ou ne pas fait, mais c'est sûr que, visiblement, on voit dans cette histoire-là des étapes où il aurait pu se passer quelque chose, puis il ne s'est pas passé quelque chose. Il y a des lumières rouges qui se sont allumées et, malheureusement, ça n'a pas permis de mettre fin à des situations qui n'étaient pas acceptables. Donc, je pense que nos institutions doivent être capables d'accueillir et gérer ce genre de dénonciation-là, même quand ça porte sur notre chercheur étoile. Nos chercheurs, on veut évidemment les protéger. On ne veut pas qu'ils fassent l'objet de toutes sortes de choses fausses dites à leur endroit. Mais il faut quand même être capable, quand il y a des voyants rouges qui s'allument, de gérer des allégations. Et je pense que 3 choses que je retiens de cette histoire-là, c'est, 1, l'importance d'avoir un processus. Si je fais le parallèle avec l'actualité. Je pense que quand on s'est rendu compte, par exemple, au Parlement canadien, qu'on n'avait pas de processus pour gérer des allégations d'harcèlement sexuel concernant nos élus au Parlement, c'est encore pire quand tu n'as pas de processus pour gérer une allégation. Donc, c'est important qu'il y ait un processus dans nos établissements. C'est important que les gens sachent vers qui se tourner quand ils ont une question. Il faut qu'il y ait une personne d'identifier clairement pour poser des questions, pour amener des... Juste des fois, juste dire, c'est bizarre. Et dans cette histoire-là, à plusieurs reprises, il y a des gens qui auraient probablement voulu se tourner vers une personne, puis, en tout cas, visiblement, les gens vers qui ils se sont retournés n'ont pas poursuivi toujours, disons ça comme ça. Il faut que les gens se sentent en confiance de se tourner vers cette personne-là. Fait que c'est sûr que ça demande pour les personnes chargées de la conduite responsable comme vous de bien gérer vos conflits d'intérêts. Comme je dis, l'histoire ne nous dit pas si les étudiants savaient que Zallenberg était autant en conflit d'intérêts, mais c'est sûr qu'il faut s'arranger pour gérer ces situations-là. Et avoir une culture de conduite responsable, comme je disais tantôt, ça veut dire que ça doit être important à tous les niveaux de l'établissement. Quand quelqu'un vient nous voir avec une question
cette nature-là, on ne peut pas juste lui répondre « Écoute, occupe-toi, sens-toi pas obligé de t'occuper de ça, là, embarque-toi pas là-dedans. » Je pense qu'il faut être capable d'offrir des réponses qui sont satisfaisantes. Donc, on va passer à travers le processus qu'on vous propose. C'est un pilier important de notre politique que de se doter d'un processus. Puis, je rappelle pourquoi, on l'a mentionné déjà, mais pourquoi? Parce qu'on va se fier entièrement au processus qui est mené dans votre établissement pour prendre nos propres décisions à l'égard du financement des fonds de recherche du Québec. Donc, il faut que ça se soit bien passé chez vous parce que nous, on prend le rapport et c'est sur la base de ça qu'on va prendre des décisions concernant, par exemple, la poursuite de notre financement. Les responsabilités de l'établissement, commençons avec ça. Dans la politique, on énonce un certain nombre de responsabilités. Le premier étant de faire la promotion de la conduite responsable en recherche auprès de la communauté scientifique, de votre communauté scientifique. Ça nous apparaît être le plus important, ça nous apparaît être le point sur lequel vraiment c'est à la base. Si on veut s'éviter des problèmes, il faut vraiment mettre plus d'accent, je pense, sur ça. Se doter d'une politique sur la conduite responsable en recherche qui est cohérente avec les exigences minimales énoncées dans la politique des fonds de recherche. Ça veut dire notamment d'être capable de gérer des allégations en répondant à ces exigences-là que je vais vous énoncer et de communiquer un certain nombre d'informations au Fonds de recherche du Québec quand il y a du financement qui est impliqué dans quand l'allégation, vise une activité de recherche qui a été à tout le moins en partie financée par les fonds. Il faut désigner une personne qui est chargée de la conduite responsable en recherche et faire connaître à la fois la politique et les coordonnées de la personne chargée de la conduite responsable en recherche. Du côté de la diffusion de cette information-là, moi, en tout cas, on n'a pas eu encore beaucoup de rencontres avec les chercheurs, mais les quelques rencontres que j'ai eues, je pose habituellement la question, est-ce que vous sauriez vers qui vous tournez si vous avez une question dans votre établissement ou qui est la personne chargée de la conduite responsable en recherche? Puis, la réponse n'est pas toujours facilement. Alors, c'est sûr que de ce côté-là, au niveau de la diffusion de l'information, on va sûrement essayer de trouver une façon au Fonds de recherche de faire écho à l'information peut-être qui sera sur vos sites web ou aux gens qui auront été désignés pour que ce soit vraiment largement connu qui, dans les établissements, sont, entre guillemets, les personnes ressources. Parlons encore plus de la personne chargée de la conduite responsable en recherche. Donc, le bandeau bleu en bas, ça fait référence aux exigences des agences fédérales de financement dans leur politique pour que je puisse vous parler justement des similitudes et des différences. Donc, la politique fédérale, comme vous le voyez en bas, exige la même chose, de désigner, eux autres, ils ont appelé ça une personne ressource, là, qui occupe un poste de cadre supérieur pour recevoir de façon confidentielle les demandes de renseignements, les allégations de violation de politique, etc., etc. Donc, on est vraiment arrimé de ce côté-là. Nous aussi, on veut une personne en autorité qui peut... D'abord, qui va participer à la promotion de la conduite responsable, mais qui va être capable de recevoir les allégations le cas échéant. Pour nous, les fonds de recherche, la personne désignée, personne chargée de la conduite responsable en recherche va être notre principal point de contact. C'est important qu'on ait un seul point de contact, parce que quand il y a une allégation, compte tenu, par exemple, des obligations de confidentialité, je ne veux pas mettre à téléphoner à plein de gens, à plein de niveaux. Donc, nous, une fois que ces désignations-là vont avoir été faites, c'est avec cette personne-là qu'on va avoir des échanges. Et pour cette raison-là, la désignation de la personne chargée de la conduite responsable en recherche, là, ça va nous prendre à un moment donné un échange officiel avec votre établissement. Il va falloir que quelqu'un en autorité dans votre établissement nous envoie. On va plus tard dans le processus, d'ici au 1er septembre, là, probablement vous contacter pour solliciter cette confirmation-là. Mais comme je dis encore une fois, là, pour des raisons de confidentialité, on veut vraiment que ça se fasse d'une manière assez officielle. Je mentionnais tantôt l'importance que dans votre politique, on désigne certaines étapes. Vous pouvez les appeler avec d'autres noms, ça peut se présenter de manière un peu différente, mais il faut que je sois capable de savoir ce qui se passe concernant ces 4 grands éléments-là. Le premier, c'est le dépôt ou la réception d'une allégation. Comment ça se fait chez vous? Donc, on n'a pas été très prescriptif par rapport à cet aspect-là, mais il faut quand même qu'on comprenne un peu chez vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites d'une dénonciation anonyme? Est-ce que c'est accepté, c'est pas accepté? Est-ce que les allégations doivent être faites de façon écrite ou ça peut se faire de manière orale? On n'impose rien, mais je veux juste, quand je lis votre politique, savoir qu'est-ce que vous acceptez dans votre établissement ou qu'est-ce que vous acceptez pas.
Deuxième étape, l'évaluation de la recevabilité de la plainte. Au fédéral, on va appeler ça l'enquête ou l'allégation réfléchie. Donc, c'est vraiment le même, on a comme la même étape là, qui est identifiée que celle du fédéral. Troisième étape, l'examen de la plainte. Au fédéral, on va appeler ça l'investigation. Et enfin, le fameux rapport du comité. Je mentionne que les délais, donc il y a des délais qui sont prévus, je vais y revenir tantôt sur les délais, mais il y a deux seuls délais. Il y a le délai concernant l'évaluation de la recevabilité de la plainte, qui est un maximum de 2 mois, puis l'examen de la plainte, un maximum de 7 mois après la réception de l'allégation. C'est les mêmes délais fédéral, provincial. On a choisi d'être vraiment arrimé pour qu'on ne se pose pas de questions là, de ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers chacune de ces étapes-là. Je vous inviterai à vous munir dans votre paquet. Vous aviez, entre autres, le mot anglais me vient, mais de vous munir de cette feuille où vous voyez vraiment le processus tel qu'il le cheminement du processus, et je vais décortiquer ce cheminement-là au cours des prochaines minutes. OK? Alors, commençons par la question de l'allégation. Alors, l'allégation, elle doit, selon nous, être dirigée vers l'établissement probable d'affiliation de la personne visée par la plainte, en tout cas, pas vers les fonds de recherche du Québec. On n'est pas la boîte à lettres de réception des plaintes. Si jamais j'en reçois, je veux dire, si jamais j'ai un appel concernant une allégation, ce que je dis à la personne qui fait l'allégation, c'est de diriger son allégation vers l'établissement, justement, d'affiliation de la personne visée par la plainte. Je ne vais pas faire transiter c'est pas moi qui va prendre cette allégation-là, puis après ça, vous l'envoyez. Je demande à la personne de vous contacter. C'est sûr que je ne peux pas fermer les yeux sur une information que je reçois. Et donc, c'est possible que suite à cet événement-là, je vous contacte après pour dire qu'est-ce qui arrive, avez-vous reçu des nouvelles de telle ou telle personne. Mais le message que j'envoie aux gens, c'est non, mais il faut que la plainte soit faite à l'établissement comme tel. C'est un petit peu différent du fédéral. Là. Si vous regardez la boîte bleue, le cadre fédéral prévoit que le plaignant doit envoyer une copie de son allégation au secrétariat fédéral. On n'a pas mis ça dans notre politique. On compte plutôt sur les établissements pour nous communiquer ce genre d'informations-là. On ne s'attend pas à ce que les plaignants nous envoient des copies des allégations qu'ils font auprès des établissements. En tout cas, on n'en a pas fait une exigence. Alors ça, c'est le processus de gestion dans son ensemble. Vous avez, sur la feuille que vous avez, là, 4 colonnes. À gauche, une colonne concernant le plaignant, une deuxième colonne concernant la personne chargée de la conduite responsable en recherche dans votre établissement, le comité institutionnel d'examen de la plainte dans votre établissement, puis la dernière colonne à droite, c'est ce qui va se passer au Fonds de recherche du Québec. Alors, je vais commencer avec la première étape qui est justement cette question-là de l'évaluation de la recevabilité de la plainte. Alors, vous avez le plaignant à gauche qui dépose son allégation auprès de la personne chargée de la conduite responsable en recherche. Et là, la personne chargée de la conduite responsable en recherche, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il doit avoir une première étape ou un premier processus qui est est-ce que cette allégation-là, elle est jugée recevable? Est-ce que je vais l'accepter dans mon établissement? Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles, dans votre établissement, vous jugez qu'à cette étape-là, la plainte n'est pas recevable. Si, par exemple, dans votre politique, vous exigez que les plaintes se fassent de façon nominative, entre guillemets, puis que la personne fait une dénonciation anonyme, ça peut, par exemple, être un motif à cette étape-ci pour vous de rejeter une plainte qui a été reçue. Une chose qu'on demande, puis ça, c'est une différence avec la politique fédérale, c'est que cette évaluation préliminaire de la recevabilité de la plainte, la personne chargée de conduite responsable en recherche devrait s'adjoindre une autre personne. Ça n'a pas besoin d'être toujours la même personne, mais s'adjoindre une autre personne avant d'arriver à sa conclusion. On trouvait ça important, surtout dans les cas de rejet de plainte. On voulait vraiment que 2 personnes aient regardé ça d'un œil en se disant « oui, c'est vraiment ça, cette plainte-là n'ira pas plus loin ». Vous voyez dans le processus, à droite, c'est marqué « avis d'intervention urgente ». Je vais vous en parler dans une petite minute, mais je vais quand même poursuivre avant, jusqu'au bout, l'évaluation préliminaire de la recevabilité de la plainte. Okay? Donc, si je poursuis à cette étape-là, à l'issue de cette étape-là, c'est le premier moment où il y a une obligation de communication avec le Fonds de recherche du Québec. Une fois que vous avez complété ce processus-là, et vous avez un maximum de 2 mois, j'ai vu dans plusieurs établissements 30 jours, j'ai vu d'autres délais, mais nous,
au plus tard, 2 mois après la date où vous avez reçu une plainte, on veut entendre de vos nouvelles. On veut savoir ce que vous avez décidé de faire avec cette plainte-là, en fait, essentiellement. Donc, c'est une première étape où il y a une communication. C'est pour ça que tantôt, je disais, c'est important qu'on voit quand même, qu'on puisse dégager des étapes qui sont communes, parce que nous, à cette étape-là, on s'attend qu'on va entendre parler de vous. C'est semblable à ce que la politique fédérale exige à l'article 4.4b au fédéral. Lorsque le secrétariat a reçu une copie de l'allégation ou qu'il a été avisé, l'établissement doit lui rédiger une lettre indiquant s'il compte réaliser ou non une investigation. Donc, essentiellement, c'est la même chose. Dans le paquet qu'on vous a donné aujourd'hui, vous avez un exemple d'un formulaire web qu'on a développé pour ce qu'on a appelé la lettre de la recevabilité de la plainte. Qu'est-ce que c'est, cette lettre-là? Essentiellement, c'est justement la lettre par laquelle vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec cette plainte-là. C'est une lettre où il y a juste des cases à cocher. OK? On n'a pas besoin d'avoir un document fleuve à cette étape-là. Lettre à laquelle, d'abord, vous allez attribuer un numéro d'identification de votre choix. C'est vous qui allez gérer ce numéro-là. Parce que je ne veux pas, à cette étape-là, connaître le nom du chercheur visé par la plainte. Ce n'est qu'une allégation. OK? Donc, vous allez me dire, bon, numéro de dossier un tel, la nature de l'allégation, bon, bien, là, vous allez avoir, va apparaître la liste des manquements à la conduite responsable, puis le type d'allégation qui semble être en cause, la date de réception de la plainte, et puis un certain nombre, mais c'est vraiment des informations très factuelles. Quel fonds de recherche des 3 fonds, des fonds de recherche du Québec est visé, et finalement nous dire un peu ce que vous avez décidé là, à l'issue de cette étape-là. Une différence avec le fédéral, c'est qu'au fédéral, à cette étape-là, eux veulent connaître l'identité du chercheur. Okay? Nous, à cette étape-là, on n'a pas besoin de la connaître. Tantôt, je vous ai dit, je vais vous parler des interventions en cas d'urgence, là, je les mets de côté. Alors, si jamais vous, comme établissement, vous jugez qu'en recevant une allégation, ça nécessite une intervention urgente. Vous êtes obligé d'arrêter un projet de recherche parce que la sécurité de participants est en péril. Vous vous rendez compte que, je ne sais pas, moi, on est inquiet au niveau des impacts environnementaux immédiats d'un projet de recherche. À ce moment-là, il faut nous en aviser. Puis il ne faut pas attendre le 2 mois, il faut nous en aviser si vous jugez que vous devez intervenir, probablement que nous aussi, ça se peut qu'on soit obligé d'intervenir. Dans ces circonstances-là, vous allez être obligé de nous dire de qui il s'agit, parce que là, nous aussi, peut-être qu'on va être obligé de couper du financement. Je vous donne un exemple. S'il y a un cas de fraude financière clair, là, avéré, là, la personne, c'est pas concluant, mais je veux dire, on a un très, très gros doute qu'il y a un chercheur, je sais pas, moi, j'essaie d'imaginer, là, remeubler sa maison personnelle avec du financement de recherche. Les fonds de recherche ne vont pas envoyer le prochain paiement, là. Je veux dire, on va suspendre le financement immédiatement parce que c'est une question d'usage responsable des fonds publics. Donc, c'est sûr que quand il y a un cas d'urgence, vous devez nous en aviser. Et dans les consentements que les chercheurs vont signer dans les nouvelles lettres d'octroi, dans nos nouveaux formulaires, ça va être précisé, même ce cas-là va être précisé au niveau de l'obligation de communication de renseignements personnels au Fonds de recherche du Québec. Alors, j'étais à l'évaluation préliminaire de la recevabilité de la plainte. Je vous ai parlé de l'avis d'intervention urgente. Et là, à l'évaluation préliminaire de la recevabilité de la plainte, 3 choses qui sont possibles à l'issue de cette étape-là, qui se déroule dans les 2 premiers mois. À gauche, soit vous dites, bien, c'est non recevable pour les raisons, par exemple, qu'on a discutées tantôt. Et de ce côté-là, au moment où vous nous envoyez la lettre il faut que vous envoyiez quand même la lettre de recevabilité de la plainte, mais nous, le dossier s'arrête là. OK? Vous pouvez décider que la plainte, elle est recevable. Ça, c'est le cas en la bulle en jaune à droite. Et à ce moment-là, que vous avez besoin, par contre, qu'il y ait un examen de la plainte qui soit mené, et vous allez convoquer votre comité d'examen de la plainte pour analyser ça plus en avant. Et il y a un cas, entre les deux, on juge que c'est un cas d'exception où la situation particulière de l'allégation fait en sorte qu'une enquête ne permettrait pas vraiment d'en apprendre plus ou d'aller plus loin. Par exemple, si la personne, elle a complètement avoué, oui, c'est effectivement, là, j'ai complètement plagié de A à Z, et puis
À ce moment-là, nous, ce n'est pas nécessaire que vous convoquiez un comité d'examen de la plainte. On a par contre, deux exigences si vous utilisez cette exception-là. On veut que la personne visée par la plainte ait été entendue. On veut que vous lui ayez parlé. Vous ne pouvez pas décider ça là, d'un seul coup. Et on veut que vous nous justifiez en quoi un examen plus en avant n'aurait pas permis d'apporter plus d'éclairage sur cette situation-là. Parce que là, même chose, nous, on ne va pas refaire un examen chez nous. On va se fier à la décision que vous avez prise dans votre établissement pour éventuellement, si c'est nécessaire, apporter un certain nombre de sanctions ou en tout cas des mesures lorsque c'est nécessaire. Alors, si, je m'excuse, je suis allée un peu vite, si donc vous décidez que c'est plutôt que la plainte est recevable et qu'on va de l'avant, la bulle en jaune, donc on va convoquer un comité d'examen de la plainte. On va déclencher vraiment un processus d'examen plus en détail de la plainte. C'est dans votre colonne sous comité institutionnel d'examen de la plainte. Et vous allez donc convoquer un comité. Au niveau du comité, la première chose, c'est qu'on veut que ce comité-là, il y ait sur le comité un membre provenant de l'extérieur de l'établissement. Cette exigence-là, elle est présente aussi au niveau des agences fédérales de financement. Là, on a vraiment utilisé le même vocabulaire qu'eux à ce niveau-là. La deuxième exigence concernant le comité d'examen de la plainte, c'est qu'on veut qu'il y ait une personne autour de la table qui provienne du même domaine de recherche ou de compétences professionnelles, en tout cas qui connaît bien le travail que la personne visée par la plainte fait habituellement. Cette personne-là n'est pas là pour défendre la personne visée par la plainte. Elle est juste là pour contextualiser quelles sont habituellement les pratiques raisonnables, comment je fais mon travail habituellement ou comment on fait ce genre de travail-là habituellement pour en témoigner. J'en ai parlé avec Susan Zimmerman aux agences fédérales, puis ce qu'elle me disait, c'est pas spécifiquement mentionné dans la politique fédérale, mais habituellement, c'est le cas de toute façon, qu'il y ait quelqu'un justement qui connaisse bien, parce qu'ils veulent que le comité soit compétent, et donc cette expertise-là est habituellement requise. Alors, si on poursuit maintenant, donc le comité va se réunir et il doit rédiger un rapport par rapport aux observations ou à tout le processus qui aura été mené. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est très important, tout ça, là, depuis le début, depuis que la plainte a été déposée, c'est très important de respecter les principes de justice naturelle, notamment dans tout le déroulement de ces processus-là, entre autres le droit d'être entendu d'une personne, le droit à la confidentialité, etc. C'est la première fois qu'on gère un cas, c'est pas toujours évident, et donc c'est peut-être utile d'aller chercher de l'expertise là aussi. Dans les consultations qu'on avait menées, on nous avait suggéré de rendre obligatoire qu'il y ait, en tout cas, un juriste, quelqu'un avec des compétences juridiques. On ne l'a pas fait, mais c'est sûr que ça semble être avisé si c'est votre première expérience, là, parce que si vraiment ce processus-là n'a pas été mené de façon très rigoureuse, il risque d'être attaqué, les résultats risquent d'être, les conclusions, pardon, risquent d'être attaquées, en justice carrément, là, ou peut-être même de mettre votre établissement dans une situation à risque. Donc ça, c'est très, très, très important et on le mentionne dans la politique. Donc, à l'issue de ce comité-là, qui va s'être réuni, qui va avoir posé des questions, qui va avoir mené un examen plus en profondeur des allégations, c'est le deuxième moment où vous avez une obligation de communication envers les fonds de recherche, c'est-à-dire que nous, on doit recevoir ce rapport-là. Il faut qu'on voit le rapport du comité indépendant. Il peut se passer deux choses. Le comité peut penser que le manquement est avéré, ou que le manquement est non avéré, puis finalement, ce n'était pas une allégation qui était fondée. Alors, qu'est-ce qui arrive si le manquement est avéré? Alors, je vais commencer par s'il n'y a pas de manquement. Si le comité conclut qu'il n'y a pas eu de manquement à la conduite responsable en recherche, donc vous avez une obligation de nous communiquer quand même une lettre qui va reprendre le numéro d'identification du dossier que vous nous aviez ouvert quand vous nous avez envoyé la lettre de recevabilité, qui va nous dire qui est-ce qui était autour de la table pour prendre cette décision-là, qui va nous parler des conclusions puis des causes du rejet de l'allégation. Et pour nous, le dossier va se clore, là. Donc, il y a des dossiers dont on ne connaîtra jamais l'identité du chercheur concerné, puis c'est très bien comme ça parce que c'est pas, visiblement, si le comité a jugé qu'il n'y avait pas eu de manquement, c'est pas des cas dont on doit être tenu au courant. OK? Si, par contre, il y a eu manquement, alors là, je veux voir le rapport d'examen de la plainte.
les délais prévus sont de, disons, 7 mois après le dépôt de la demande ou 5 mois après là, l'évaluation préliminaire de la recevabilité de la plainte. C'est la même exigence qu'au fédéral. Le fédéral, l'article 4.4c du Cadre fédéral dit « L'établissement doit rédiger un rapport à l'intention du secrétariat ». Le message que je veux vous dire, c'est « Rédigez pas 2 rapports, là. » On rédige un rapport, puis je pense que l'important, c'est qu'il soit, si jamais c'est un cas où il faut effectivement communiquer aux deux établissements, vous nous envoyez chacun notre copie, mais je ne pense pas qu'on veut qu'il y ait, en tout cas, des discussions que j'ai eues avec Susan, l'intention vraiment, c'est qu'il n'y ait qu'un seul rapport qui soit rédigé. On a mis les informations qu'on pense qu'ils doivent apparaître dans ce rapport-là. Ça correspond pas mal à ce qui est présenté dans la politique fédérale. Je porte votre attention sur un point. C'est sûr qu'à cette étape-ci, là, on veut le nom de la personne visée par la plainte. Là. À ce moment-là, le rapport devient nominatif pour nous. En rouge, vous avez vers la fin de la liste l'évaluation des répercussions de ce manquement. Cette mention-là n'apparaît pas dans la politique fédérale. C'est important pour nous. C'est important que votre comité se soit penché là-dessus parce que, comme nous, on n'interrogera pas les témoins, on ne commencera pas à discuter avec les gens sur le terrain, on a besoin de savoir quelles sont les répercussions du manquement pour juger de la gravité. Puis après ça, nous, prendre des actions qui sont proportionnelles à ce qui s'est vraiment passé. Donc, on vous invite à ce que le comité qui va se pencher sur ces cas-là vraiment examine vraiment cet aspect-là de manière spécifique. Ça, c'est les exigences là, de la politique fédérale. Comme le PowerPoint sera en ligne, vous pourrez voir la comparaison. On est peut-être un petit peu plus précis sur certains éléments qu'on souhaite voir, mais on n'a pas réinventé la roue de ce côté-là non plus, là, je vous assure. Alors, maintenant que le rapport est produit, que vous nous l'avez communiqué, qu'allons-nous faire avec ça au Fonds de recherche du Québec? OK? Donc, ce qui va se passer au Fonds de recherche du Québec. Bien, au Fonds de recherche aussi, il y a une personne chargée de la conduite responsable en recherche. Ça va être moi, en l'occurrence. On reçoit les rapports des établissements et là, on va convoquer le comité conjoint des Fonds de recherche du Québec sur la conduite responsable en recherche afin qu'il examine les rapports qui ont été reçus. Et ce comité-là, c'est le comité de Mme Stanton-Jean. Donc, je vais peut-être inviter Mme Jean à parler de son comité quelques minutes, puis je reviendrai vous parler de ce qui va se passer ensuite au niveau des Fonds de recherche du Québec. Donc, voilà, on est rendu que le FRQ a reçu, Mylène a reçu le rapport. Elle va organiser la réunion du comité. Maintenant, je vais parler un petit peu du mandat du comité. C'est quoi le mandat de ce comité sur la conduite responsable à la recherche? Dans le document broché, vous l'avez à la page 26. Alors, il y a les FRQ ont mis sur pied ce comité de la conduite responsable en recherche. Ce comité est formé de membres indépendants du fonds. Alors, le comité a pour mandat, premièrement, de demeurer à l'affût de l'évolution de la mise en œuvre de la politique. Comme on a dit, la politique va se mettre en œuvre, il va y avoir des questions et tout ça. Donc, le comité pourra examiner l'évolution de la politique, comment ça marche dans les établissements des fonds, puis les défis qui sont liés à ça, et en tenir informés les directeurs scientifiques des fonds. Le comité doit aussi formuler des recommandations quant à l'évolution de la politique, le cas échéant. Pourra, j'imagine, suggérer des modifications, toujours au niveau des suggestions ou des recommandations. Prendre connaissance des rapports de manquement avérés, c'est là qu'on était rendu avec Mylène, et à la conduite responsable, et formuler des recommandations quant aux actions requises par le directeur scientifique du ou des fonds concernés. Alors là, ça, c'est important. Le comité va regarder le rapport, il va formuler des recommandations sur les suites à donner, les sanctions, mais c'est des recommandations qui vont aller au directeur du fonds concerné. Alors, s'il ne décide pas, il envoie ça au directeur du fonds concerné. Il va aussi examiner les allégations jugées recevables liées à des activités internes au fonds. Ça a été mentionné par Catherine. Je crois que le fonds lui-même a des règlements internes, une politique interne qui ressemble beaucoup à celle qu'on décrit, dont le comité va aussi examiner ces allégations au niveau de l'interne et faire des recommandations, encore une fois, au fonds concerné. Il va rendre compte annuellement de ses activités au conseil d'administration des fonds. Un peu comme moi, j'avais fait partie du comité d'éthique du l'ex-FRSQ, donc
le président ou la présidente venait une fois par année rendre compte des activités du comité d'éthique, cette fois-là de la recherche, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait proposé, etc., et discuter avec le conseil d'administration. Alors, qui est dans ce comité? Alors, le comité va compter sur un président ou une présidente qui n'est pas un membre du personnel des fonds, qui est issu du milieu académique, actif ou à la retraite, ou qui a une expertise particulière en matière de conduite responsable en recherche, pour le président. Un vice-président ou une vice-présidente qui répond aux mêmes critères que le président. Au moins 3 membres issus de la communauté scientifique qui collectivement représentent la clientèle de chacun des fonds. Donc, ça va être important d'avoir des gens qui connaissent chacun des fonds, sciences sociales, sciences naturelles et santé, pour être capable de faire une évaluation cohérente et intelligente du rapport. Alors, il ne faut pas toutefois qu'il occupe des responsabilités administratives ou scientifiques au FRQ. Idéalement, ce sera des chercheurs actifs ou émérites qui ne sont pas dans des fonctions susceptibles de les placer en conflit d'intérêts. Il y aura aussi un membre étudiant, ce qui est important, je pense, parce que ça permet à la fois d'avoir un branchement sur les étudiants pour les formations, l'importance de la recherche et ce qu'ils peuvent attendre de ces rapports. Il y aura aussi, évidemment, le directeur ou la directrice aux affaires éthiques et juridiques des FRQ qui va agir comme secrétaire sans droit de vote. Parmi les membres, le comité doit inclure minimalement une personne qui est versée en intégrité en recherche et en conduite responsable de la recherche. Donc, d'avoir quelqu'un dont c'est un peu le pain et le beurre de travailler sur ces questions-là. Alors, les membres du comité sont nommés par les 3 conseils d'administration des fonds de recherche en santé, Société Culture, Nature, Technologie. Ils ne peuvent être destitués que lorsqu'au moins 2 des 3 conseils d'administration approuvent la destitution. Le scientifique en chef du Québec, à titre de président des conseils d'administration des fonds de recherche, désigne le président du CCRR pour un mandat de 3 ans qui peut être renouvelé une fois. Des membres substituts peuvent être nommés. Les membres du comité ont des mandats d'une durée maximale de 3 ans, comme j'ai dit, même chose que le président renouvelable. Donc, ça, c'est le mandat, la composition, et peut-être aussi mentionner que va faire le comité lors de l'examen des rapports. Alors, le comité, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il a le rapport en main, il y a le bon membership et tout est correct. Alors, il va valider qu'il existe un lien tangible de financement donnant compétence au FRQ dans le dossier. Donc, comme on a dit plusieurs fois, il faut que ça soit une question où il y a des chercheurs financés par les fonds. B, prendre connaissance du rapport, constater sa conformité en regard des exigences formulées dans la politique, parce que ça, c'est un petit peu décrit, qu'est-ce qu'il doit avoir dans le rapport. Il est important de dire toutefois que le comité ne refait pas l'examen de la plainte et ne constitue pas un comité d'appel des décisions rendues par les établissements. Donc, le comité pourra aller poser des questions, j'imagine, aux établissements et tout ça, mais il ne refait pas le processus, ni faire des comités d'appel. Enfin, il va formuler des recommandations au directeur scientifique du fonds concerné en ce qui a trait aux sanctions qui pourraient être imposées par le FRQ en tenant compte de l'évaluation de la gravité. Bon, selon la gravité, une sanction peut être aller faire de la formation, peut être carrément de ne plus avoir de fonds du fonds concerné, etc. Alors, il faut tenir compte de la gravité compte tenu des conséquences indiquées dans le rapport. Voilà. Et Mylène va continuer probablement sur qu'est-ce qu'on fait avec les sanctions selon le fonds concerné. Merci. Juste, puis peut-être mentionner aussi que le comité n'est pas non plus un comité pour recevoir les allégations, comme je disais tantôt. Les fonds de recherche, l'allégation doit être dirigée vers l'établissement. Alors, je vais revenir sur les questions des décisions et des sanctions. Un élément important à mentionner concernant les sanctions, c'est qu'elles sont indépendantes de celles prises par l'établissement. L'établissement prend ses sanctions, les prend en fonction d'un certain nombre, d'un contexte, d'un certain nombre même d'obligations, parfois syndicales, parfois administratives à l'intérieur de l'établissement. Ça relève de l'établissement, ça appartient à l'établissement. Nous, essentiellement, les sanctions que nous, on peut prendre sont liées à notre financement en cours ou à venir, à l'éligibilité d'une personne à recevoir du financement des fonds de recherche, par exemple, aux critères ou aux conditions dans lesquelles vont se dérouler de la recherche future. Là. On pourrait penser avoir un mentor ou ce genre de choses-là, mais tu sais, c'est vraiment toujours lié à notre financement à nous.
Je veux parler de la gestion documentaire. Comment va être géré ces dossiers-là au Fonds de recherche du Québec? Alors, premièrement, ça va être séparé des dossiers des candidats. Donc, les chargés de programme ne sont pas au courant des dossiers lorsque je suis en train par exemple, de recevoir de mon côté des lettres de recevabilité de la plainte, que de toute façon, je ne sais pas c'est quel chercheur qui est concerné, ou quand il y a des allégations. Par contre, les chargés de programme vont devenir au courant quand il y a des sanctions qui sont imposées et que là, il faut évidemment, gérer, couper du financement ou gérer certaines informations parce que là, ça devient une question opérationnelle. Mais le dossier de manquement à la conduite responsable ou tous les dossiers de conduite responsable ne sont pas physiquement, là, sont tenus séparés des dossiers des candidats. Il y aura partage d'informations par ailleurs entre les 3 fonds de recherche des FRQ. Ce serait comme je ne pourrais pas endosser des circonstances où je donne une sanction au fonds santé, je rends cette personne-là inéligible à faire du financement, puis elle se retourne, puis elle va demander du financement au fonds société culture. Là. C'est un service qui est partagé aux 3 fonds de recherche. Cette information-là, lorsqu'il y a une sanction qui va être imposée pour un fonds, va valoir pour les autres fonds, en tout cas pour ce qui concerne là, notamment l'inéligibilité à pouvoir obtenir des fonds de recherche du Québec. Par contre, il n'y a pas de partage d'informations avec les agences fédérales de financement de la recherche. C'est une question qu'on vous avait posée quand on a mené notre consultation, puis les réponses étaient, on a eu un peu de tout. Mais ce qu'on va plutôt faire, c'est que la question va être posée directement aux chercheurs. Chercheurs, est-ce que présentement, vous êtes vous faites l'objet d'une sanction aux agences fédérales de financement liée à la conduite responsable en recherche, ou est-ce que vous êtes présentement inéligible à obtenir du financement, ou même on oblige le chercheur à nous aviser si en cours de financement, il devient inéligible ou il obtient une sanction des agences fédérales de financement. Et là, on évaluera la situation, là, dépendamment de ce qui s'est passé, mais on se réserve le droit de, nous aussi, si c'est un manquement grave, stopper un financement si on est préoccupé, mais ce sera toujours avec les bons conseils là, du comité des fonds de recherche. Ça ne se fait pas de manière automatique. Mais donc, le partage d'informations par rapport à ce qui se passe à une autre agence, cette information-là va nous venir du chercheur lui-même. C'est une obligation qu'on lui impose. Puis, ce n'est pas juste les agences fédérales, tout comme la politique fédérale, puis là aussi, de ce côté-là, on n'a rien inventé. C'est n'importe quelle sanction qui vient d'une agence publique de financement de la recherche. Donc, vous êtes sous le coup d'une suspension au NIH, je veux le savoir. Des allégations gérées par les fonds de recherche. Donc, quand on a lancé notre politique, puis quand on a mené les consultations, on nous a dit c'est bien beau, là, vous nous donnez des instructions sur comment les établissements doivent gérer ça, mais qu'est-ce que vous faites, vous, les fonds de recherche, pour ce qui se passe chez vous? Donc, évidemment, on avait des codes d'éthique des employés, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est sur le point, là, c'est en processus d'adopter une politique interne des fonds de recherche qui va préciser les activités de recherche menées au fond, là, comment on gère des allégations au cas où il y aurait des problèmes. Puis il y a 2 types d'activités de recherche qui peuvent peut-être plus soulever des questions. C'est tout ce qui concerne l'évaluation scientifique qui est menée au Fonds de recherche du Québec ou tout ce qui concerne la gestion des demandes de financement puis le suivi des octrois. Les évaluations scientifiques, vous savez, ça implique des employés du Fonds, ça implique des fois nos conseillers scientifiques, ça implique des membres de l'externe. Il y a des allégations qu'on peut évidemment retourner vers les établissements en disant, bon, bien là, il y a un problème de plagiat, ou etc. Mais il y a des types d'allégations concernant l'activité d'évaluation qui se déroule dans nos murs, que je vois mal comment je peux retourner ça à un établissement donné. Et là, le fonds de recherche va mettre un chapeau différent, un chapeau d'enquête, un peu comme vous quand vous avez à gérer une allégation, et va examiner, le cas échéant, une plainte là, concernant, par exemple, une évaluation scientifique pour laquelle on pense qu'il y aurait eu de l'influence indue ou ce genre de choses-là. Donc, ça peut arriver que nous aussi, on soit obligé de mener comme une enquête plus en avant qui pourrait concerner notre employé, qui pourrait concerner nos conseillers scientifiques notamment. Donc, ça fait le tour de l'étape, de la description du processus comme tel des fonds de recherche du Québec. Il me reste quelques acétates pour vous parler de la suite des choses, de la transition. 3 dernières acétates de la présentation d'aujourd'hui, 3 dernières choses que je veux discuter avec vous. Donc, cette période de transition, on vous a dit 1er septembre, date butoir pour mettre en œuvre la politique
je vous ai bien entendu sur les difficultés au niveau de ce qui se passe dans les centres hospitaliers, mais c'est quand même ça qu'on vise, là, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire. Là, on va essayer, on ne sera pas déraisonnable, comptez sur nous, là, on ne sera pas déraisonnable dans nos exigences, mais c'est quand même ça qu'on vise. Puis si je change la date, il faut que je retourne voir mes conseils d'administration. La première chose aussi, c'est vraiment une période d'appropriation collective de cette politique-là. Puis la discussion qu'on vient d'avoir là, c'est pour ça qu'on était venu vous voir à cette étape-ci, pour qu'on puisse justement essayer de clarifier les zones d'ombre, puis on vient d'en identifier une bonne pour laquelle il va falloir qu'on soit peut-être plus clair. En revanche, on n'a pas l'intention d'être prescriptif non plus par rapport à quelle est la meilleure façon de gérer là, les choses, mais on ne veut juste pas que ça tombe entre deux chaises. C'est ça qui est très important pour nous. D'ici le mois de septembre, donc, on va vous demander aux établissements de nous faire connaître le nom de cette personne-là chargée de la conduite responsable en recherche. Je vous le disais, il va falloir que ça se fasse selon un processus officiel parce qu'on a besoin d'une désignation. Pour l'instant, on garde les coordonnées des gens qui sont venus à nos rencontres comme point de contact administratif. Il n'y a pas de plaintes qui vont passer par là, mais si on a à refaire d'autres communications, on va passer et par la haute direction, mais en copie conforme avec vous, parce qu'on s'est rendu compte que le chemin pour que l'information se rende jusqu'à vous avait parfois été long et pénible. Si un cas devait survenir entre-temps, les fonds de recherche ont tous des politiques par rapport à ça, donc on continue d'appliquer nos politiques actuelles, c'est juste que les outils sont un peu moins clairs et les processus n'étaient pas clairs. Donc, dans notre politique, on a dit, si jamais d'ici au 1er septembre, il y avait un cas qui survenait, on va quand même le gérer dans l'esprit de vers quoi on s'en va, tout en étant bien conscient que tout n'est pas en place, là. On nous a demandé une version anglaise. Oui, elle est sur mon bureau. C'est juste que la traduction n'était pas idéale, ce que j'ai reçu, donc on est en train de la revoir. On s'est engagé à revoir la politique d'ici 3 ans. Donc, vos commentaires sont plus que les bienvenus parce que c'est sûr que c'est une première mouture qui est sur la table, mais on va l'ajuster. Je suis certaine qu'on a besoin de faire des ajustements. C'est normal dans le déploiement d'une politique comme ça. C'est une démarche à long terme qu'on entreprend, là. Le lancement des politiques, ce n'est pas la fin des travaux de ce côté-là. La formation, OK? La formation, là, c'est une priorité pour tout le monde, mais ça a aussi été identifié par tout le monde à qui j'ai parlé comme étant un défi de taille. Donc, on va commencer par ce qui s'en vient. Encore une fois, j'ai parlé avec Susan hier, puis les agences fédérales de financement sont à développer une formation web à l'intention des chercheurs, à l'intention des étudiants, à l'intention des établissements. Étant donné la proximité des deux politiques, notre espoir, en fait, c'est qu'on puisse vous suggérer fortement de faire cette politique-là. On ne va pas, de faire cette formation-là, on ne va pas, nous, de notre côté, redéployer des ressources pour faire une autre formation à côté. On veut vraiment que les formations, il y a un lieu où tout le monde fait une formation, puis c'est, j'espère en tout cas, la formation qui est préparée par les agences fédérales. Ce qu'on fera, nous, c'est qu'on va s'inscrire en complémentarité. Donc, je ne l'ai pas vu, moi, encore, ce que le fédéral a proposé. C'est sûr que je vais le regarder avant qu'on se prononce là-dessus, mais c'est l'intention qu'on a. Nous, on voudrait plutôt s'inscrire en complémentarité, offrir des outils à côté. Donc, il y aura peut-être, je ne sais pas, moi, une capsule Québec qui sera rajoutée là, à de la formation que le fédéral est en train de préparer. On est très certainement en train, présentement, on a des capsules qui ont été préparées là, par Catherine, Raphaël, pour répondre, par exemple, à des questions précises qu'on avait déjà eues. Ces capsules-là vont être sur les sites web des fonds de recherche du Québec le plus tôt possible. Là, on n'a pas déterminé de date, mais on attendait en fait que notre comité en conduite responsable en recherche soit là pour qu'il donne l'aval sur les capsules qu'on a développées. On vous a aussi mis dans la pochette un questionnaire sur la formation, questionnaire qu'on vous avait aussi envoyé. Pourquoi on a envoyé ça? Parce qu'on essaie de voir au Québec qu'est-ce qui existe déjà comme ressources. Là encore, là, on ne veut pas réinventer la roue. S'il y a dans vos établissements des ressources en matière de formation qui fonctionnent bien, qui sont utiles, qui sont appréciées, on souhaiterait pouvoir les faire connaître. Donc, dépendamment des réponses qu'on va avoir, on va contacter les établissements qui nous ont dit « Oui, nous, on a quelque chose d'intéressant, ce serait peut-être même devoir de partager. » On va contacter les établissements puis essayer de diffuser cette information-là dans la mesure où cette diffusion-là, elle est pertinente. L'autre chose, c'est qu'au cours de la prochaine année, fait partie de notre mandat d'aller rencontrer les chercheurs pour parler un peu plus de la politique, pour comprendre aussi les difficultés, là, où est-ce que ça
Quels sont les manquements à la conduite responsable en recherche pour lesquels c'est plus difficile, pour lesquels c'est pas justement en phase avec la réalité de la recherche, pour lesquels on a des questions, puis pour lesquels on a besoin d'avoir une réflexion plus en avant. Donc, ce que je vous dirais, c'est invitez-nous dans vos établissements. Je ne peux pas faire la tournée individuelle de tous les cégeps, je ne peux pas faire la tournée individuelle de tous les centres de recherche, mais si vous êtes capable de nous organiser un événement régional ou en tout cas un événement qui regroupe certains centres, ce serait extrêmement apprécié et on va venir. Je vous donne un exemple. On est allé à l'UQAT il y a quelques semaines. On avait le cégep, l'université, tout le monde était ensemble pour qu'on puisse discuter de ces questions-là. Il y aura aussi des séances d'information. On est déjà allé à l'ARC, la DARUC. On va être à l'ACFAS. En fait, Catherine va être à l'ACFAS pour aussi donner une séance d'information à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être aussi, vous pouvez peut-être aiguiller vos chercheurs de ce côté-là. Les présentations d'aujourd'hui vont être aussi sur notre site Web. Pas demain matin, le temps qu'on finalise les montages, mais devrait être disponible sous peu. Ça ne sera pas très long. Mais je vous invite donc à remplir le questionnaire de formation si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce serait très utile pour nous. Dernière acétate, c'est de vous dire, on essaie de voir comment on peut le mieux être pertinent et utile pour vous aider en matière de conduite responsable en recherche. Ce serait très important pour nous de vous entendre sur ce que vous attendez de nous, ce qu'on peut faire, ce qui est utile de faire. C'est sûr qu'on n'est pas en période où le financement coule à flot et je peux pas prendre d'engagement à cette étape-ci, mais on prend note de ces choses-là, puis on est très certainement engagé à essayer de voir comment être plus proactif pour vous appuyer dans la conduite responsable en recherche. Donc, une chose qu'on veut évaluer, c'est la pertinence d'une rencontre comme celle d'aujourd'hui. Donc, dans la feuille d'évaluation, peut-être nous mentionner si vous jugez que c'est pertinent. Est-ce que ce serait utile de créer un forum de discussion ou de vous soutenir dans la création d'un forum de discussion des personnes qui sont chargées de la conduite responsable en recherche? Est-ce que ce serait quelque chose de pertinent? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez qu'on mette nos énergies à plutôt engager des discussions avec vos équipes de recherche, avec les étudiants? On veut savoir quelle est votre opinion là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions qui seraient plus facilement ou plus efficacement gérées au niveau provincial que dans chacun de vos établissements de manière individuelle? Ça, c'est mon autre question. Et finalement, on sait qu'il y a des questions sur lesquelles on a besoin de travailler, sur lesquelles peut-être même on a besoin de recherche. Donc, on est en train de voir à essayer de sécuriser du financement pour amener de la recherche sur la conduite responsable en recherche, pour vraiment là, nous outiller davantage. Quelques questions sur lesquelles nous, en tout cas, on pense qu'une réflexion plus en avant est requise. Là, la recherche avec des partenaires qui ont des perspectives différentes en matière de conduite responsable en recherche, les partenariats avec l'entreprise privée, toute la question de la mobilité des chercheurs, là, que ce soit de la coordination à l'international quand il y a de la gestion d'allégations de manquement à la conduite ou toute la question de la protection des personnes vulnérables, des lanceurs d'alerte. Puis qu'est-ce qu'un manquement grave? Qu'est-ce qui est tellement grave qu'on devrait réserver nos sanctions les plus importantes? Qu'est-ce qui fait qu'un manquement est très grave? Ce sont quelques éléments sur lesquels on se questionne au fond de recherche, mais on serait intéressé de savoir quelles sont vos questions à vous, quels sont les éléments sur lesquels vous percevez qu'il serait utile qu'il y ait une réflexion plus en avant. On a tenter des réponses aujourd'hui, même si elles n'étaient pas toujours, même si tout n'est pas encore, comme je disais, attaché. Donc, merci encore d'avoir été là aujourd'hui.